faire à peu près le travail des milieux excentriques. Et comme là, il n'y en a pas, ils doivent le faire. J'espère que la retourne va vite tourner. Nous sommes d'excellents skieurs, mais on peut être aussi de temps à autre de très très bons footballeurs. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Arnaud Souk. L'after-foot avec ce soir Daniel Riolo et Jérôme Roten. Tiens, dans quelques minutes, on sera avec Jean-Pascal Gaillan, économiste du sport et professeur à l'Université du Maine, pour parler. Lui, il milite en tout cas de la création d'une Super Ligue européenne pour regrouper les meilleurs clubs d'Europe, une ligue fermée. Voilà, je suis sûr que ça va susciter le débat. Mais je ne sais pas s'il milite pour ça. Ouais, en tout cas, il en parle. Voilà, il en parle. Il a fait prophétie un petit peu. Oui, voilà, mais je ne suis pas sûr qu'il milite pour ça. Sa prophétie, c'est pour 2018. J'ai quand même comme un léger doute sur le fait que la Ligue 1 va disparaître. Tu as dû l'air de travers, mais comme tu es un peu souffrant. Ouais, t'es souffrant. En tout cas, ça mérite. On continue, on continue à développer les infos mercato, messieurs. Oscar Garcia, l'ancien entraîneur de l'AS Saint-Etienne, d'accord avec l'Olympiakos, apparemment. Voilà, qu'il n'aura pas mis de temps à rebondir, l'entraîneur. On se doutait. Bon, ça, oui, on s'en doutait. Hein. Et puisqu'on est toujours à Saint-Etienne, toujours à Saint-Etienne en tout cas, puisqu'il y a encore un joueur qui serait proche de Saint-Etienne, Paul-Georges Ntep. Trop cher. C'est pas Nice. Saint-Etienne, ouais, je crois que c'était à Nice. Trop cher finalement pour les Stéphanois, il pourrait aller à Nice. En tout cas, ça serait trop cher pour les Stéphanois. Ouais, les Stéphanois, visiblement, ils n'ont pas assez d'argent à mettre sur Paul-Georges Ntep. T'as pas assez d'argent, mon vieux. Ouais, c'est tout ce que ça vous inspire. Non, mais son retour en championnat. Il y a une tendance aujourd'hui, parce qu'on sait nos cellules de recrutement sont mauvaises en France. Donc l'idée qui est courante et qui existe déjà depuis plusieurs saisons maintenant, c'est en gros d'œuvrer au retour de mecs qui se sont barrés et pour qui ça n'a pas marché. En fait, c'est toujours, on est très concentré sur notre Ligue 1, les joueurs qu'on connaît. D'ailleurs, il y a eu la tendance des entraîneurs étrangers. Elle existe encore, mais on se rend compte que si ça marche, on se dit ouais, l'expérience est bonne, continuons et tout. Mais dès qu'il y a un petit problème et tout, bim, immédiatement, il faut qu'on retrouve un profil Ligue 1, il faut qu'on retrouve notre base et on réentend les phrases. Ouais, mais il connaît pas notre championnat, il connaît pas ceci, il connaît pas cela, comme si les mecs n'étaient pas capables de s'adapter, comme si on pouvait pas travailler, apprendre, rien. Donc il faut immédiatement de l'acquis. Saint-Etienne, il n'y a pas de cellule de recrutement, il n'y en a jamais eu, ça marche pas, c'est nul depuis des années, comme ça. Bon, et donc on cherche des anciens mecs qu'on connaît, qui sont éparpillés, on contacte l'agent, c'est facile, dis donc il est en situation d'échec ou en situation pas trop bien. Tu sais que c'est à l'arrivée. Est-ce qu'il veut bien revenir ? C'est même pas le club qui les contacte. C'est les agents qui les proposent en disant voilà, écoutez, moi, Mvila, il veut revenir, NTEP, il veut revenir parce qu'il leur manque de temps de jeu à Wolfsburg. Et puis que. C'est des mecs pour qui ça n'a pas marché, ils peuvent revenir en Ligue 1. Qu'ils acceptent aussi de s'aligner sur les salaires de la Ligue 1. Non, mais qui s'aligne déjà, il a envie de rejouer, donc il revient. Mais c'est surtout les mecs qui sont partis quand même depuis un petit bout de temps. Et Paul-Georges Ntep, je veux dire, pour l'instant, pépite lui aussi. Dans le football, d'abord, effectivement, c'était étiquette pépite, mais c'est une demi-saison à Rennes, quand on en parle énormément. Après, c'est beaucoup de blessures, parce qu'il a un corps qui a un peu fragile. C'est un départ à l'étranger et que dalle finalement. C'est rien. Encore une fois, il y a des choix de carrière. Alors tu peux te tromper. Lui, c'est un choix où il peut se tromper. Alors, en effet, Wolfsburg, ça lui correspondait peut-être pas. À l'arrivée, les blessures. Je pense que c'est quelqu'un. C'est quelqu'un avec beaucoup de recul, assez intelligent. Il a peut-être été mal conseillé sur ce transfert. Peut-être qu'aussi, quand tu vois le salaire qu'il avait à Rennes et ce qu'on lui proposait, c'était compliqué de refuser. Bon, c'est un échec. Maintenant, là où j'ai du mal à comprendre, c'est que si Saint-Etienne veut faire s'il est bon et tout, comme on disait, pourquoi tu t'imposes pas en Allemagne ? Après, tu viens de le dire, et peut-être il est pas favorable. Ouais, non, mais t'es pas obligé de t'adapter à un pays déjà. Après, je trouve que lui, pour de bon, moi je l'ai connu un petit peu sur le terrain aussi. Il faisait partie de cette génération de joueurs qui arrivaient, qui étaient très jeunes quand il était à Auxerre. Il était très sûr d'eux. Très sûr déjà de tout casser très vite. Oui, mais franchement, avec beaucoup de talent. Il y a des joueurs où tu as l'impression. Non, mais. Enfin, lui, c'était beaucoup l'accélération quand même. Ouais, l'accélération. Pas grand chose d'autre.
franchement, tu sais, il allait très vite, c'était sa principale qualité. Je trouve qu'il arrivait, il a une bonne frappe de balle, il voit assez. Non, franchement, moi, après, c'est mon avis, on en revient toujours pareil, c'est des mecs qui ont des qualités quand même, Villa et tout, mais enfin, on les a pas vus. Non, mais je demande juste à ce qu'on les voit, c'est tout. Je pense que lui, c'est pas une mauvaise affaire. On avait un mec magnifique à Lyon que j'ai toujours adoré, qui s'appelle Clément Grenier. Ouais, mais c'est pareil. Mais c'est pareil. Malheureusement, on a rarement pu voir, enfin on les a vus un peu, mais on a rarement pu voir toutes ses qualités. Et pourtant, il était destiné à un très bel avenir. Et on les enfile à chaque fois. Non, mais attends. Pépites, on en a eu mille. Non, mais moi, je suis d'accord avec toi, Daniel. Ce que je veux dire, là aujourd'hui, je suis pas en train de te parler de Ntep ou de Grenier ou des autres en disant putain, c'est des super joueurs, il faut absolument le prendre. Je pense que c'est des bons joueurs qui peuvent, en effet, déjà pour leur carrière, ça peut faire du bien de revenir en Ligue 1 dans certains clubs, dans un club comme Saint-Etienne qui est en difficulté parce qu'il va ramener cette fraîcheur, il va dynamiser un petit peu l'attaque. Alors ça se fera pas a priori parce qu'il est trop cher. Moi, ce qui me dérange là-dessus, c'est en disant encore le mot trop cher. Mais putain, mais quand t'es le joueur, t'es dans une situation d'échec en Allemagne, mais fais des efforts. T'as gagné de l'argent. T'as bien gagné de l'argent. Me dis pas qu'à Saint-Etienne, ils vont te proposer un salaire de national. Ils vont te proposer quand même un salaire conséquent, peut-être pas à la hauteur de ce qu'il gagne à Wolfsburg, sinon il serait jamais parti de Rennes pour aller à Wolfsburg. Mais fais des efforts. Fais des concessions pendant un an. Toi, t'es revenu en France, hein? Non, mais toi, tu rigoles. Mais si tu compares, moi je suis revenu en France, en effet, parce que j'avais envie de revenir. Ben voilà. D'accord. Quand je suis allé à Bastia, tu crois que j'y suis allé pour le projet financier ou le projet sportif? C'est pour ça que je dis ça. Toi, parce que j'ai senti le coup, parce que j'avais envie, mais parce que moi, dans ma situation, et je le reconnais, j'avais gagné déjà de l'oseille, et je me suis dit. Écoute, je tente le coup à Bastia parce que je pense que je vais pouvoir m'éclater. Et c'était en Ligue 2. Et pourtant, j'avais des clubs de Ligue 1 et des clubs étrangers. Et ben là, pour Georges Ntep, c'est peut-être une aubaine pour lui d'avoir Saint-Etienne et Nice dans la situation où il est. Je te dis pas que Saint-Etienne, ça éclate aujourd'hui, mais c'est un bon club. Ça reste un club fort. Si Saint-Etienne, ils se remettent dans le droit chemin et que lui arrive à jouer, à enchaîner les minutes avec un entraîneur qui connaît aussi, mais écoute, franchement, c'est tout bénef. Et la perte de salaire qu'il va avoir sur 6 mois ou un an et demi, mais peut-être qu'il va en gagner dans 2 ans. 10 fois plus après, effectivement. Oui, mais c'est comme ça le football. Jérôme, sauf que si ces mecs-là, est-ce que ces mecs-là en revenant sont assurés d'être titulaires, quoi? Oui. Non, mais après, attends, non, mais Daniel, sur les dernières semaines, ça a commencé à tourner. D'un coup, le mec, il arrive à mettre tout le monde dehors. Non, mais attends, moi, je suis pas en train de te dire ça. Je te dis juste que si, comme tout le monde a dit, c'est une pépite, c'est ceci, cela, il s'est perdu. Alors, on va mettre ça sur l'échec, les blessures, le fait qu'il s'adapte pas en Allemagne. Il revient en France. Il a quand même tout approuvé. On est d'accord. Oui. Oui, mais dans l'état d'esprit, il faut qu'ils partent comme ça. Mais si ils partent dans cet état d'esprit-là, c'est qu'ils sont capables de perdre des salaires. C'est pour ça que je suis pas d'accord avec le fait qu'il est trop cher pour Saint-Etienne. Comment ça, il est trop cher? C'est les arguments qui sont donnés, c'est pas moi qui les donne. Non, je n'ai pas contre toi que je m'énerve, c'est contre le joueur. Arnaud, quand même. Oui, un petit peu. Et après, Diarra, on se met pas d'accord avec le salaire au Paris Saint-Germain, mais putain, mais viens gratuit. Allez les gars, viens gratuit. Je vous renvoie à rmcsport.fr pour toutes les infos mercato. Fais attention à ce que tu relais, Arnaud. Fais attention à ce que je vais faire attention à ce que je relais. Dans quel état tu le mets là? Tu le fais. J'ai une question. J'ai une question. C'est lui qui est souffrant, c'est lui qui va faire l'hypertension. Peut-être ça va pouvoir me soigner, on sait jamais. Je sais pas, peut-être ça pourra avoir un effet. Faut-il tu vas avoir des boutons sur le nez. Un grog, oui, non, mais j'arrête pas de faire des. Un petit grog, ou alors je vais te dire dans ton état un petit verre de cognac. Ouais. Ça peut faire le plus grand bien. Ça pourra désinfecter le fond de la gorge. Demande si pendant la prochaine pub, quelqu'un trouve pas un petit verre de cognac. Je vais demander à Cyprien, tiens. S'ils peuvent, qui produit l'émission. Demande aux maquilleuses aussi un peu de pommade là, parce que ça rougit avec ça. Ça rougit avec le nœud papillon, mais c'est pas vrai en plus. C'est en quoi? C'est vraiment 100% acrylique. C'est en synthétique. Une question, messieurs. Faut-il démanteler la Ligue 1 en 2018? C'est pas moi qui la pose cette question. C'est notre invité Jean-Pascal Gaillan, économiste du sport et professeur à l'université du Maine au Mans. Bonsoir, monsieur Gaillan. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Merci d'avoir patienté, parce que quand ils parlent, on peut plus les arrêter, les deux. Vous posez cette question, juste après, je vais laisser le débat se développer autour de ce que vous allez nous dire. Vous, en quelque sorte, vous faites la prophétie qu'il va y avoir la création d'une super ligue européenne, ou en tout cas que c'est inévitable. Elle regrouperait les meilleurs clubs d'Europe, une ligue qui pourrait, si elle était créée, compromettre sérieusement l'avenir des championnats. De quoi il s'agit exactement? Expliquez-nous. En fait, c'est un peu un serpent de mer. Ça fait déjà 20 ans qu'on parle d'une Super Ligue européenne, et puis l'idée a un petit peu été oubliée parce que l'UEFA a habilement réussi à
on va dire, à satisfaire les clubs qui participaient à la Ligue des Champions en donnant la plus grosse part des droits télé aux clubs. Mais en fait, le déséquilibre s'accentue encore dans les championnats nationaux. On a dans les championnats nationaux la plupart 1, 2 ou 3 clubs qui dominent outrageusement et les championnats d'une certaine manière perdent quand même de l'attractivité. Et puis en même temps, on a un phénomène qui est que la Première Ligue devient la ligue majeure de soccer, de football dans le monde, et un peu à l'image de la NBA pour le basket, de la NFL pour le football américain, de la MLB, de la Major League Baseball pour le baseball. Et d'une certaine manière, les grands clubs européens, on va dire, ou autres qu'anglais, sont en train d'être déclassés d'une certaine manière. Donc il leur faut sans doute réagir parce que il n'y a pas véritablement d'autre issue que de se retrouver finalement le grand leader d'une ligue mineure, que ce soit la Bundesliga, de la Ligue 1. Alors peut-être que pour la Liga espagnole c'est un peu différent, mais enfin fondamentalement il y a quand même quelque chose qui devient presque dangereux pour les grands clubs continentaux. Donc je pense qu'effectivement les choses vont évoluer. Alors il y a un autre aspect qui est très important, c'est qu'il y a une décision récente de la commissaire européenne à la concurrence qui s'appelle Margrethe Vestager et qui a dit que des 2 patineurs de vitesse, alors ils ont des noms difficiles à prononcer, qui s'appellent Mark Twittert et Niels Kerstoldt, qui sont 2 patineurs de vitesse néerlandais, eh bien on ne peuvent pas être sanctionnés par leur fédération sportive parce qu'ils participeraient ou qu'ils auraient voulu participer à des compétitions non organisées sous l'égide de leur fédération. Alors ça Jean-Pascal, il faut que vous nous expliquiez exactement et précisément comment cette décision concernant des patineurs, donc on est a priori très loin du foot, comment ça pourrait impacter le foot et pourquoi moi j'ai compris, c'est effectivement très intéressant, mais décrivez précisément ce que ça implique ça. A priori, ça veut dire que si des clubs décidaient de s'organiser une compétition en marge de l'UEFA. Voilà, en marge de l'UEFA, eh bien normalement on ne pourrait pas sanctionner ni les clubs ni les joueurs, c'est surtout les joueurs qu'on pourrait sanctionner en leur disant vous n'avez plus le droit de jouer en équipe nationale, vous pourrez plus faire la Coupe du Monde. Alors que jusque-là, Jean-Pascal, on est d'accord que ça avait été un peu une épée de Damoclès. Il y avait eu plusieurs leviers pour l'UEFA pour éviter, comme vous le dites, ce serpent de mer qui traîne depuis longtemps. On se souvient de l'époque du Média Partner sans opposition avec le G14 qui avait été créé. Bref, ne revenons pas là-dessus. Il y avait eu, qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Oui, qu'il y avait eu des leviers de l'UEFA. Il y a d'abord eu le fait effectivement de donner plus d'argent, enfin bon, de retenir, et puis aussi de dire attention, si un joueur ou si un club veut se mettre dans une compétition parallèle et un joueur est participé, on peut le sanctionner, il peut ne plus aller en équipe nationale. Et là, une décision européenne comme ça pourrait remettre en cause ça. Oui, c'est vraiment peut-être. Alors, il est toujours très difficile de savoir comment les choses se passent. Pour l'arrêt Bosman, on avait deviné que ça allait être un Big Bang. Après, il y a eu un autre arrêt qui est passé un peu inaperçu, dont on a pu penser à un moment qu'il allait être un Big Bang, c'était l'arrêt Webster. Et là, il y a un nouvel arrêt, enfin une nouvelle décision européenne, dont on ne sait pas exactement quelles seront les conséquences, mais il est absolument possible que ce soit un peu la porte ouverte à on va dire cette espèce de démantèlement des ligues européennes, parce que pour un joueur de football de haut niveau, il y a quand même une menace qui est terriblement crédible, c'est-à-dire vous ne pourrez pas jouer la Coupe du Monde, vous ne pourrez pas jouer l'Euro. C'est totalement différent de ce qui se passe dans le basket. En basket, le seul rêve, c'est de jouer en NBA. Se faire exclure d'une équipe nationale. Non, mais ça existe dans le basket européen, monsieur Gaillon. Avec des joueurs, ça existe dans le basket européen, avec des ligues européennes fermées, des joueurs menacés justement, y compris par la Fédération française. Essayons d'être concrets maintenant, monsieur Gaillon. Bon, comment en fait, alors qu'aujourd'hui on a, c'est vrai, des championnats nationaux qui peuvent sembler être en perte de vitesse, ou en tout cas, bon, en Espagne, il se trouve que cette année on connaît le champion dès le mois de décembre. En France aussi, en Angleterre aussi et en Allemagne aussi. Ça fait 4 sur les 5 championnats commercialement les plus développés. En Italie, Napoli et la Juve. Voilà. Et ça devient de plus en plus comme ça. Donc, et on a cet état de fait. Eux pourraient être tentés, mais alors déjà, comment et quels sont les clubs qui pourraient être tentés, au sein de quelle institution? Je pense que vous allez dire l'ECA, vous allez nous expliquer ça. Et attention quand même, il y a l'Angleterre.
Est-ce que sans les Anglais, ça pourrait se faire, sachant que eux peuvent très bien dire, nous, là, on a déjà un petit peu une petite NBA, parce que tout le monde veut venir chez nous, les tarifs qu'on pratique sont énormissimes, on dépasse tout le monde et on éclate tout le monde en droit télé, puis on a conquis tous les marchés asiatiques, tous les nouveaux marchés. Quel intérêt on aurait, nous, à envoyer 4 clubs dans une Super League? Alors vous avez tout à fait raison. Ce qui est une vraie un dilemme terrible pour les clubs anglais, c'est que a priori ils sont dans la ligue qui fonctionne et eux auraient peu de raisons d'aller ailleurs. Simplement, ce qui peut se passer, c'est sans doute deux choses. Il y a une possibilité réelle qu'une ligue continentale se crée, on va dire autour de Bayern de Munich, Real de Madrid, Barcelone, Turin, Paris et quelques autres. Et puis cette ligue peut être un peu le grand concurrent de la Première Ligue. Alors là, je vois deux choses. Soit on a un système avec finalement deux conférences, une conférence qui est la Première Ligue et puis une conférence continentale, et puis à la limite un Super Bowl à la fin de la saison. Ça, c'est une possibilité. Deuxième possibilité, dans cette espèce de volonté de créer une ligue majeure du football, on pourrait aussi imaginer que la Première Ligue dise on a des clubs gallois chez nous, pourquoi pas aussi avoir des clubs d'autres pays. Alors ça sera évidemment quelque chose qui sera très très mal vu du côté des Gallois et aussi de plein de clubs anglais, mais on pourrait tout à fait imaginer que la Première Ligue, dans un univers où tout serait bouleversé, absorbe le Real de Madrid, Barcelone, Paris, la Juventus de Turin, le Bayern de Munich. Donc il y a quand même des conservatismes historiques qui font que cette version-là serait plus compliquée. En revanche, la Super League, moi j'ai combattu cette idée. Je crois que la première fois qu'on m'a parlé de cette idée, ça devait être au début des années 2000. Je continue quand même de penser que les conservatismes sont très forts dans le football et que les championnats nationaux ont encore des grosses cotes auprès des supporters. Et plus ça va, plus j'infléchis un peu ma pensée parce que je vois bien que, par exemple, un PSG, même un Lyon, aurait un peu intérêt à se développer de cette façon-là. Je pense qu'en Italie, la situation du foot en Italie commence à devenir vraiment problématique. Ils ont plus de stades, il y a de moins en moins de gens qui vont et aussi les stades sont beaucoup moins que franchement c'est plus que beaucoup moins qu'il y a une quinzaine d'années. Donc un club, beaucoup moins. Qu'est-ce que tu me racontes? Il y a 2 ans je le suivais, on va dire pas beaucoup moins. Peut-être que oui, il y a ça, mais les stades sont, ça a été une réalité chiffrée, Jérôme. Les stades sont pleins, ça n'a plus rien coûté de regarder à la télé. Bref, ça peut intéresser un club et des entrepreneurs comme ceux qui travaillent à la Juve et même un Dino De Laurentiis pourrait être intéressé par ça. Un Bayern, pourquoi pas, dans une Allemagne où le système des régions est fort. La Bavière, de toute façon, elle écrase tout et puis elle gagne tout, de toute façon, au foot. Oui, je sens poindre des choses comme ça. Et je vois bien qu'il y a beaucoup de clubs qui sont de toute façon résignés quand ils sont en Ligue des Champions. Ça fait des années maintenant qu'il y a des clubs qui viennent et puis ce qui est important pour eux, c'est d'être dans la phase de poule pour ramasser les 20 millions. Mais on sait très bien qu'ils vont pas sortir de la poule. On connaît plutôt les 2 qualifiés assez vite. Donc il y a pas mal de choses qui concourent à penser que c'est possible. Mais quel serait le déclic qui fait que on n'y croyait pas il y a 20 ans, on y croyait un petit peu plus il y a 10 ans et aujourd'hui on se dit pourquoi pas? Qu'est-ce qui fait que ça pourrait basculer? C'est quoi, au sein de l'ECA, les mecs autour de la table se disent allez, on franchit le pas? Mais pour moi, c'est une vraie possibilité parce que je crois qu'il y a pour eux la perspective d'obtenir plus de revenus, en particulier des droits télé, si on a un package comme ça qui naît. Alors évidemment, ça ne sera pas du jour au lendemain parce il existe des engagements et des droits télé qui sont garantis au travers des contrats signés par l'UEFA avec les différentes télés pour la Ligue des Champions. Mais il est quand même dans l'esprit, je pense, aujourd'hui des dirigeants de l'ECA, enfin des grosses têtes d'affiche de l'ECA, l'ancien G14 avec 18 clubs et quelques autres, de se dire quel est le modèle qui serait le plus satisfaisant. Et puis moi je crois vraiment que c'est une préoccupation pour les Allemands, les Italiens, les Français. Alors qui sont les Français? Il y a Paris mais aussi Lyon en effet. De se dire, nous sommes en train d'être marginalisés au regard de la Première Ligue, qui va devenir la ligue qui va prendre
le business, c'est la Major League du soccer, mais en Europe et donc dans le monde. Et nous sommes en train de passer à côté. C'est ça qui est pour moi un élément déclencheur potentiellement. C'est que quand on regarde ces 3 milliards de droits télé qu'obtient la Première Ligue, alors que dans chacune des ligues européennes, on est à peu près à 1 milliard. Enfin, on se dit qu'il y a maintenant un vrai écart, quoi. Le fossé s'est creusé. Et en fait, vu que les clubs sont des grosses entreprises dirigées par des gens qui sont là aussi pour faire du blé, à la limite, vous pensez quoi, Jean-Pascal, que c'est presque illogique qu'on n'y ait pas pensé de façon concrète avant ? Je dirais pas que c'est illogique. Je pense que c'est effectivement l'histoire, le poids de l'histoire et des conservatifs, comme vous disiez. Mais aujourd'hui, je pense qu'on franchit d'année en année, même de mois en mois, des seuils dans cet écart qui se creuse, dans cet écart qui à la fois se creuse au niveau des championnats nationaux, où se dégagent quelques têtes, et dans les opportunités de réaliser des revenus très importants pour les clubs continentaux au regard de ce qui est aujourd'hui les opportunités pour les clubs anglais. Je rappelle que dans la Deloitte Money League, vous savez, c'est cette référence qu'on a, où on a le classement de tous les clubs européens en fonction de leurs revenus. Maintenant, les clubs anglais sont entrés en force. Sur les 10 premiers clubs de la Deloitte Money League, il y a 5 clubs anglais. 2 de Manchester, 2 de Londres et 1 de Liverpool. On voit les 10 premiers clubs de la Deloitte Money League. On rajoute là-dedans Bayern de Munich, Juventus de Turin, Paris, le club de Madrid, enfin Real de Madrid et Barcelone. Voilà, on a la liste des forts et on voit que ils se détachent, quoi. Il y a effectivement derrière quelques autres qui sont peu ou prou dans le bon wagon, ça pourra être Tottenham ou peut-être l'Atlético de Madrid, mais après il faudrait voir comment on accepte les mecs, le ticket d'entrée, comment tu fais pour faire entrer de nouveaux. Mais toi, comment toi, Jérôme, on va en parler après. Je connais ta question, on va en parler après la pub. On garde Jean-Pascal Gaillan, économiste du sport et professeur à l'université du Maine, sur cette question donc des ligues fermées dans l'after. 23h22, vous réagissez sur l'hashtag RMC Live et au 32-16. On vous attend, à tout de suite.